Bonjour belle âme, sois la bienvenue au cœur de l'écoute. Je suis Corinne Colin-Bellet, médecin intégratif, conférencière et auteure de plusieurs livres dont le best-seller Vivre, c'est se choisir, paru aux éditions Lanor. Aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, je te partage un extrait du livre d'Olivier Madelrieux, Explosez vos résultats grâce à l'hypnose. Esquisser le portrait d'Olivier, c'est illuminer son pinceau dans les couleurs de la vie. Une rencontre que l'univers a orchestrée. Olivier est un homme généreux et sensible, optimiste, convaincu. Il distille, au gré de ses formations ou de ses partages avec des mots simples, le chemin à suivre pour performer et réussir en étant soi en vérité. C'est aussi avec beaucoup de spontanéité qu'il est devenu le parrain du cercle des optimistes bienveillants que j'ai créé il y a maintenant 10 ans. Docteur en pharmacie depuis 30 ans, Olivier intervient au Canada, en Suisse, en Belgique, en France. Il forme et prépare des entrepreneurs, des célébrités à atteindre des résultats incroyables. Il est préparateur mental de plus de 400 champions sportifs, formateur de coachs et hypnothérapeutes certifiés NGH. Il est le fondateur de la NeuroSuccess Academy et de l'Académie de la performance et de la réussite. Il est aujourd'hui spécialisé et reconnu dans la neurochimie de la performance, de la réussite et du bonheur. Je vous souhaite une agréable lecture auditive. Je suis née à Aurillac en 1963. Je suis un homme du Sud-Ouest. J'ai passé mon enfance et mon adolescence en région bordelaise. Cet enracinement personnel a son importance car dans cette région, le sport est un élément important de l'existence et plus particulièrement le rugby. Ah, le rugby. Bien plus qu'un sport, il s'agit d'un état d'esprit, d'un élan fédérateur se développant autour de jeunes hommes porteurs de valeurs reconnus par la communauté. Encore aujourd'hui, chaque ville, chaque quartier ou chaque village a son équipe. Les enfants jouent au ballon ovale, garçons et filles de plus en plus, comme ils l'ont de l'accent. Faut-il évoquer le fameux curé de Dax qui cachait le maillot du club sous la soutane et concluait chaque sermon dominical par une prière pour la victoire des petits. Le rugby dans le Sud-Ouest n'est pas qu'un folklore. Il manifeste un art de vivre et un attachement à cet art. Voilà pourquoi, dès mon plus jeune âge, j'ai aimé et pratiqué ce sport. Il m'a beaucoup appris, sur moi-même, sur les autres, par l'importance essentielle du collectif et par la complémentarité de chacun au service de ce collectif. En effet, le rugby est probablement le sport d'équipe où les caractéristiques physiques des joueurs sont les plus différentes. Quoi de commun entre les massifs piliers, les élégants trois quarts et le vif talonneur? Et pourtant si. Ce qu'ils ont en commun, essentiel, c'est le jeu, où se font chaque jour pour le créer en nous. Le rugby m'a appris le courage, la persévérance, la fierté d'être soi. Il m'a appris aussi le respect de l'autre, l'écoute, le partage et l'empathie. Je lui dois de grands moments de bonheur pendant mon enfance et mon adolescence. J'ai cependant un aveu à vous faire. J'ai bifurqué tôt vers le jeu à 13. Il faut dire qu'à cette époque, j'habitais Villeneuve-sur-Lot. Cette ville était considérée comme l'académie du jeu à 13, alors qu'elle n'est distante que de 30 km d'Agen, en ce temps-là, place forte du rugby à 15. Vous comprenez pourquoi mon cœur balançait si fort? Que les tenants du 15 ne m'en tiennent pas rigueur. J'aime les deux sports, mais mes dispositions naturelles et mes goûts personnels s'exprimaient mieux dans la rudesse du 13. J'ai également pratiqué avec beaucoup de plaisir le tennis et je continue à taquiner la balle jaune régulièrement, même si mon meilleur classement plafonne à 15,5.
C'est d'ailleurs grâce à ce sport que j'ai découvert un livre essentiel à mon évolution intellectuelle, The Inner Game, le jeu intérieur de Timothy Gallwey. Mais nous en reparlerons. J'ai donc toujours baigné dans le sport, que je le pratique ou que je le regarde. Je n'avais pas suffisamment de motivation pour faire carrière, ni peut-être les capacités physiques, mais j'ai en tout cas, grâce à lui, construit une partie de ce que je suis. Quand j'ai raccroché les crampons de rugby il y a déjà longtemps, je ne pensais pas qu'un jour je jouerais un rôle dans ce domaine. Pourtant, j'ai en quelque sorte retrouvé mes racines sportives quand, en 2016, j'ai coaché mentalement les joueurs de rugby à 13 du Toulouse Olympique. En tant que champion de France 2015, ils pouvaient participer au championnat anglais en 3e division, ce qu'ils ont accepté de faire. Je les ai préparés avec une série de séances. Ils ont fini la saison anglaise à la 1re place, accédant ainsi à la 2e division. Un beau succès quand on connaît la qualité du championnat outre-Manche. Comprendre pour soigner. J'ai suivi mes études de pharmacie à la faculté de Bordeaux, où j'ai obtenu mon doctorat. Ces études m'ont passionnée, me permettant d'assouvir ma curiosité concernant le fonctionnement du corps humain et particulièrement du cerveau et du système nerveux. Le public a souvent une fausse image du pharmacien, réduite au monsieur en blouse blanche qui décrypte les pattes de mouche de médecins et explique la posologie des prescriptions en comptant les boîtes de gélules, comprimées ou pilules. En réalité, la pharmacie est une science complexe et en perpétuelle évolution, nécessitant de longues et difficiles études pour maîtriser les mécanismes d'action des substances médicamenteuses. Les médecins se consacrent à la connaissance de l'anatomie et de la physiologie, ainsi qu'à celle des maladies, de leurs symptômes ou de leurs traitements. Les pharmaciens, eux, étudient les processus physico-chimiques en œuvre à l'intérieur du corps et comment les médicaments peuvent les modifier pour soigner. Ainsi, l'étude de ces médicaments m'a amené à approfondir les processus mis en œuvre par les hormones et les neurotransmetteurs. L'activité chimique et ses relations avec les émotions, les comportements. Et oui, les émotions sont biochimiques. Par exemple, la dépression est souvent le résultat d'un déficit de sérotonine. Le Prozac, ou ses équivalents, empêche la recapture de la sérotonine, ce qui permet d'en remonter le taux dans l'organisme. Cet aspect physico-chimique de la nature humaine m'a passionnée. J'avais l'impression d'enfin pouvoir agir sur la vie même. Je découvrais des outils capables d'aider les autres et moi-même à vaincre la souffrance ou le mal-être. Surtout, cette connaissance du fonctionnement interne de l'être humain m'ouvrait des perspectives fascinantes pour la compréhension des comportements. J'ai donc consacré de nombreuses années à l'étude des échanges chimiques en biologie humaine et en particulier les neurotransmetteurs. Une fois mon diplôme obtenu, j'ai travaillé dans le secteur pharmaceutique pour différents laboratoires. J'ai fini par quitter mon cher Sud-Ouest pour la région parisienne. Ce changement de décor fut aussi un changement de vie. J'ai découvert de nouveaux centres d'intérêt et de nouvelles activités qui allaient m'occuper de nombreuses années. Le coaching. J'ai donc exploré les grandes techniques d'épanouissement personnel. PNL, programmation neuro-linguistique, l'analyse transactionnelle, le coaching, et plus encore. C'était d'autant plus passionnant pour moi que j'avais l'impression de retrouver de l'extérieur ce que j'avais étudié de l'intérieur. Les émotions sont prises en charge dans le système nerveux par les neurotransmetteurs, selon des schémas précis qui définissent en action des comportements. Quand ces comportements se fixent, ils deviennent des traits de caractère constitutifs de la personnalité. Ces comportements et ces facettes de nos personnalités peuvent être, dans une certaine mesure, infléchis ou redirigés via les méthodes d'épanouissement personnel citées plus haut. Ainsi, je pouvais boucler la boucle et travailler des deux côtés.
internes et externes, physiologiques et psychologiques. Mes résultats de directeur des ventes devinrent rapidement exceptionnels. Mes groupes de commerciaux explosaient les objectifs pour la plus grande satisfaction de mes employeurs et de leurs clients. Je crois fermement qu'une relation de vente saine repose sur la confiance et que celle-ci nécessite une communication véritable, en empathie. On peut mentir pour vendre, mais cela ne dure jamais longtemps. Tôt ou tard, la balance s'inverse et les coûts dépassent les profits. Retour sur soi. Si mon activité professionnelle était couronnée de succès, elle devint peu à peu terriblement lourde. J'y consacrais l'essentiel de mon temps et de mon énergie. Mes rares moments libres étaient investis dans l'étude toujours plus profonde de la psychologie, de la gestion des comportements, ainsi que, bientôt, de la nutrition. En effet, j'avais été engagé comme directeur commercial par un grand laboratoire spécialisé dans les nutriments. Je retrouvais le côté interne du comportement humain, comment la façon de se nourrir agit sur nous. Je retrouvais une fois de plus les neurotransmetteurs, cette fois liés aux composants de base de nos aliments. C'était tellement prenant. Analyser et décortiquer les combinaisons chimiques intimes qui déterminent insidieusement nos réactions. La mécanique secrète de nos émotions se révélait à moi. Trop, c'était trop. Ce régime professionnel finit par détruire ma vie personnelle. J'avais l'impression de tourner à vide. Toutes ces heures de travail me semblaient de plus en plus sans but réel. Comme si, plus j'en avais, mieux je réussissais, plus je m'éloignais du sens de mon existence. À force de chercher à motiver les autres, je me perdais de vue. Je m'étais laissé sur le bord du chemin. Ce qui devait arriver arriva. Je craquai. Oh, ce ne fut pas le cataclysme. J'avais trop le sens des responsabilités et le respect de mes collaborateurs pour tout laisser en plan. Mais je décidai de prendre du champ pour réfléchir et me retrouver. C'était lors de ce retour aux sources que je rencontrai la méditation. Et ce merveilleux outil fut la clé. En quelques mois, je repris mon souffle intérieur et ma joie d'être. Bientôt, je complétais ma panoplie d'outils par l'auto-hypnose. Le nouvel Olivier venait de naître, ou peut-être le véritable Olivier. Apparaissait-il enfin? Plus calme, plus conscient de lui-même, déterminé à ne plus dilapider son énergie pour aider les autres, mais plutôt de se renforcer pour pouvoir leur offrir un appui durable. Et maintenant, il me semblait important que vous sachiez d'où je viens, afin que vous puissiez me situer et comprendre comment j'ai pu constituer cet ensemble de compétences très diverses combinées dans ma méthode de préparation mentale pour les sportifs de haut niveau. Désormais, vous me connaissez mieux et je vais pouvoir vous expliquer en détail tout ce que je mets en œuvre pour permettre aux sportifs d'entrer dans la zone au jour J. Je me souviens d'Agathe, une toute jeune sportive que j'ai connue quand elle avait 16 ans. Brillante, technique, passionnée, elle avait tout pour réussir. Aussi, quand son coach me contacta quelques années plus tard, j'acceptais volontiers de la recevoir. Mais dès cette première séance, je fus frappée par son mal-être psychique. Elle angoissait terriblement à l'idée de sa prochaine compétition, pourtant tout à fait à sa portée. Après avoir discuté avec son entraîneur et interrogé ses parents, je compris que cette anxiété excessive, aggravée par son manque de sérénité pendant les épreuves, était son principal handicap et que cela risquait de mettre fin à sa toute jeune carrière. Elle avait consulté quelques mois un psychologue, en vain. Rien ne semblait pouvoir calmer ses angoisses. C'était d'autant plus rageant qu'elles étaient manifestement injustifiées. Lors de la deuxième séance, je fis avec elle un tour complet de son mode de vie. Alimentation, habitudes de sommeil, horaire d'entraînement, environnement.
Peu à peu, tandis qu'elle me répondait, je vis se compléter devant moi un tableau clinique limpide. Un important déficit de GABA, qui est l'acide gamma-aminobutyrique, probablement compliqué par un manque de sérotonine. Or, ces deux neurotransmetteurs jouent un rôle essentiel pour notre équilibre émotionnel et comportemental. Je savais désormais ce qu'il fallait mettre en œuvre pour retrouver la sportive pleine de promesses et d'enthousiasme que j'avais connue. Quelques semaines plus tard, grâce à un rééquilibrage alimentaire, un complément en vitamine B3, en magnésium et à des exercices respiratoires adaptés, Agathe était redevenue elle-même. Son entraîneur et surtout ses parents n'en revenaient pas. Ils avaient l'impression que, d'un coup de baguette magique, je l'avais libérée d'un mauvais sortilège. Et au fond, avec les neurotransmetteurs, il y a un peu de ça, une sorte de magie blanche ou noire selon que l'équilibre est atteint ou rompu. Biochimie et comportement. Cet épisode, banal dans ma pratique, est révélateur. Rendez-vous compte, nous sommes persuadés d'être faits comme ceci ou comme ça, passionnés ou calmes, débordants d'énergie ou placides, imperturbables ou coléreux, d'avoir notre personnalité fortement ancrée depuis toujours et à jamais. Et pourtant, un peu de cette hormone en plus, ou de ce neurotransmetteur en moins, et voilà que nous changeons du tout au tout. Notre humeur se métamorphose, nos goûts, nos comportements. Nous devenons un autre. Telle est la puissance de ces substances qui circulent dans notre système nerveux et cérébral, desquelles nous dépendons sans le savoir. Quand j'ai appris leur rôle et compris leur importance cruciale, j'ai eu en ma possession un outil de premier ordre pour aider les autres et moi-même à garder ou à retrouver l'équilibre. Sans trop entrer dans les détails techniques, je vous propose un court voyage au pays des neurotransmetteurs et de leurs effets. Que sont les neurotransmetteurs ? Notre cerveau, à travers le système nerveux, pilote l'ensemble de l'organisme. Pour cela, il transmet des ordres aux différents sous-systèmes qui gèrent l'ensemble des activités de notre organisme, pensée, mouvement, respiration, digestion. Inversement, nos sens remontent en permanence des informations vers le système nerveux central. Si cette communication bidirectionnelle se passe mal, le fonctionnement de notre corps est altéré et des troubles de comportement surviennent. Or, pour l'essentiel, la circulation de l'information dans le système nerveux et cérébral repose sur des substances chimiques, les neurotransmetteurs. Notre système nerveux central est composé de plusieurs milliards de neurones, organisés en réseaux neuronaux et capables de communiquer entre eux. Chaque neurone est relié à d'autres neurones par des zones de connexion appelées synapses. Dans la vie du neurone, ces connexions évoluent. Certaines se créent, d'autres disparaissent, modifiant dynamiquement le système global pour permettre au cerveau de s'adapter et de progresser dans la maîtrise de son environnement. On appelle ce phénomène la plasticité. Il est essentiel pour nous permettre d'acquérir de nouvelles compétences ou d'en abandonner certaines devenues inutiles ou étant insuffisamment exploitées. Je reviendrai plus en détail sur cet aspect fondamental dans un chapitre ultérieur, car la visualisation et surtout l'hypnose permettent de l'exploiter au maximum. La communication entre les neurones à l'intérieur des synapses est essentiellement de nature électrique et chimique. L'influx électrique provoque la libération de substances chimiques qui passent du neurone émetteur vers le neurone récepteur. Ces substances chimiques, les neurotransmetteurs, sont spécifiques, chaque neurone émettant un type principal de neurotransmetteur. Par contre, un neurone peut réagir à un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des récepteurs spécialisés dont il dispose. Dans cette présentation sommaire, on peut réduire le rôle essentiel des neurotransmetteurs et leur spécificité.
Chacun permet de transmettre une catégorie particulière d'informations et donc provoque un ensemble donné de réactions de la part du système nerveux central. Nos émotions sont directement pilotées par les neurotransmetteurs selon un équilibre très complexe et très subtil entre eux. Détecter un déséquilibre. Grâce à ma formation initiale de pharmacien, complétée par des années d'études approfondies, j'ai pu explorer à fond ces mécanismes et acquérir une grande expérience dans les manifestations cliniques des déséquilibres de neurotransmetteurs. Les tendances fortes de notre personnalité dépendent en bonne partie de la répartition des neurotransmetteurs dans notre corps. Chacun d'entre eux est en effet à l'origine d'un certain type de comportement lié à la fréquence et à la force des émotions ressenties en réponse à des stimuli. Par exemple, la dopamine est le neurotransmetteur de la motivation. Si vous en manquez, vous risquez fort de manifester une certaine indifférence, une tendance à la prostration. Bien sûr, il ne faut pas généraliser hâtivement. La réalité est très complexe. Les interactions chimiques dans les milliards de neurones de notre système cérébral échappent à toute schématisation. Mais il ne faut pas sous-estimer l'influence de ces substances sur notre comportement. Comme tout être vivant, nous sommes avant tout biochimiques. Mesurer précisément les taux des différents neurotransmetteurs dans nos réseaux neuronaux est difficile hors laboratoire. Il faut s'en remettre au taux de certains de leurs marqueurs, leurs métabolites, dans l'urine. Heureusement, les symptômes caractéristiques d'une carence ou d'un excès des principaux neurotransmetteurs sont connus. Je peux donc établir assez rapidement un diagnostic clinique fiable en interrogeant la personne et éventuellement son entourage. Avec l'expérience, je reconnais facilement tel ou tel trait de comportement, de personnalité qui, combiné et mis en perspective avec le mode de vie, constituent des indicateurs pertinents pour le tableau clinique. Rétablir l'équilibre. Une fois le diagnostic posé, selon l'ampleur du déséquilibre constaté, je mettrai en place, avec le sportif, un plan d'action. Éventuellement, je l'enverrai consulter un médecin s'il me semble trop sérieusement perturbé. C'est rare car les sportifs dont je m'occupe ne parviendraient pas à un haut niveau de performance s'ils étaient par trop déséquilibrés. En général, une modification des habitudes, alimentaires en particulier, l'apport de nutriments complémentaires, des exercices de respiration ou de méditation, et une hygiène de vie revue et corrigée suffisent à retrouver un équilibre en quelques semaines. C'est le point de départ de mon approche. Rien ne sert d'entreprendre quoi que ce soit si le sportif n'est pas en possession de toutes ses ressources psychiques, à commencer bien sûr par une motivation totale. S'adapter. Déterminer les traits majeurs de la personnalité selon le type de neurotransmetteur dominant m'est très utile pour la suite de ma collaboration avec l'athlète. Je peux ainsi adapter précisément et efficacement ma communication et mes préconisations en anticipant ses réactions. Il est parfaitement inutile de conseiller à un hyperémotif, sérotonine dominante, de rester imperturbable pendant une compétition, ou de demander à un extraverti, dopamine dominante, de ne pas se mettre en avant. Autant essayer de remonter le cours d'un torrent en pagayant avec une petite cuillère. Au contraire, nous mettrons en œuvre une stratégie qui s'appuiera sur le potentiel comportemental de la personne. Un hyperémotif pourra admirablement percevoir des nuances infimes dans le jeu d'un adversaire et s'appuyer sur les faiblesses qu'il détecte. Un extraverti saura impressionner les autres concurrents jusqu'à leur faire perdre une partie de leurs moyens. À moins de contrebalancer, si nécessaire, un excès du neurotransmetteur dominant en renforçant les autres par un régime alimentaire approprié, une cure de luminothérapie ou un renforcement de l'oxygénation. La biochimie du système nerveux est comme un instrument de musique dont le clavier est constitué de 52 neurotransmetteurs, autant de touches permettant les harmonies les plus subtiles.
à condition de savoir les utiliser en professionnel. Une étoile magique. J'utilise volontiers le schéma ci-dessous dans mes séminaires pour illustrer les principaux neurotransmetteurs et leur impact sur notre personnalité. Cette étoile 100% naturelle est pourtant magique, au sens où chacune de ses branches peut radicalement changer, modifier nos comportements en positif ou en négatif. Parmi les 52 neurotransmetteurs de notre organisme, à l'origine des émotions et de l'énergie mentale, les 6 plus importants sont représentés ici. Les effets indiqués sont ceux résultant d'un déficit de chacun d'entre eux. Comme je vous l'ai expliqué, la difficulté réside dans le fait que nous ne disposons pas actuellement d'une méthode fiable pour mesurer le taux des différents neurotransmetteurs dans le système nerveux et cérébral. Il faut donc procéder à un diagnostic clinique à partir des symptômes manifestés. Pour un spécialiste, il est relativement aisé, en observant la personne, de détecter une carence ou un excès. C'est l'une de mes priorités lors de mes premiers contacts avec les athlètes qui me sollicitent. En conduisant l'entretien et en observant les réactions de mon interlocuteur, je peux m'assurer de son bon équilibre général ou, si ce n'est pas le cas, situer l'origine du déséquilibre. Il me restera ensuite à valider ou faire valider ce premier diagnostic suivant l'importance du trouble. Par exemple, si le sportif m'indique qu'il souffre d'une difficulté à trouver le sommeil, je peux suspecter une carence en mélatonine. S'il manque de motivation, de fighting spirit ou simplement d'envie, je vais chercher du côté de la dopamine. Si la carence n'est pas trop importante, il suffira souvent de changer le régime alimentaire, de proposer des compléments alimentaires, de revoir certains comportements pour rétablir la situation. Sinon, je pourrais confier mon athlète à un médecin pour trouver des solutions plus médicales. Quoi qu'il en soit, une personne aux prises avec un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs ne pourra pas exprimer totalement son potentiel, d'où l'importance de le détecter dès que possible pour pouvoir le traiter efficacement. Les principaux neuromédiateurs. Le but de cet ouvrage n'est pas de faire de vous des experts en biochimie du système nerveux, mais je vous propose un petit tour rapide des principaux neuromédiateurs pour vous montrer la variété et l'importance de leurs rôles respectifs. Ils sont d'ailleurs souvent antagonistes, un excès de l'un correspond à un déficit de son opposé. La noradrénaline. Elle joue un rôle important dans la gestion du stress, elle renforce le processus de mémorisation et permet la libération de l'énergie. Un manque de noradrénaline favorise l'apparition de comportements négatifs, anxiété, sentiment d'inutilité, manque d'énergie, culpabilité, procrastination. Il est possible d'augmenter son niveau via l'alimentation et les compléments alimentaires. L'adrénaline. Quand le stress est trop important, la noradrénaline se dégrade en adrénaline. Stimulant physique et mental bien connu des sportifs, elle procure des sensations d'une grande intensité. Elle accélère le rythme cardiaque et celui de la respiration, mais si le stress persiste, l'adrénaline produite en excès devient préjudiciable. On parle alors de mauvais stress. Elle accroît la nervosité et peut entraîner des troubles psychiques graves, voire de la paranoïa. La dopamine. Elle transmet l'énergie, le désir et récompense nos efforts en procurant une sensation agréable. On la nomme l'hormone du plaisir. Elle contrôle la stimulation de plusieurs zones du cerveau et joue un rôle primordial dans la motivation. Le tabac provoque une montée de dopamine temporaire, ce qui explique la sensation de présence et d'énergie qu'il procure. Par contre, à long terme, la fumée de cigarette contient une substance nocive, le cadmium, qui perturbe sa production, raison de plus pour ne pas fumer. En cas de carence,
j'utilise des techniques respiratoires qui vont stimuler sa production. L'acétylcholine, premier neurotransmetteur connu, découvert en 1921, elle joue un rôle essentiel dans la mémorisation et les processus d'apprentissage. Elle est également mise en œuvre dans l'activité musculaire. Un déficit favorise l'anxiété. Le tabac provoque un pic d'acétylcholine transitoire. Cela explique pourquoi certains anxieux trouvent un bref répit quand ils fument. La sérotonine, véritable molécule de la joie de vivre, elle régit notre humeur. À dose normale, elle nous rend heureux, confiants et positifs. En cas de carence, nous devenons irritables, anxieux, dépressifs, voire compulsifs. Certaines drogues, et le tabac, déclenchent une forte augmentation de son taux, ce qui explique leur effet euphorisant brutal. Ce phénomène est passager. Le taux redescend tout aussi brusquement, plongeant l'usager dans un contre-effet dramatique, la fameuse redescente. De plus, ces drogues détruisent les neurones à sérotonine. Il faut donc des doses de plus en plus fortes pour un résultat de moins en moins satisfaisant, à fuir, évidemment. La méditation joue un rôle bénéfique sur le niveau de sérotonine, d'où son effet apaisant et la sérénité qu'elle procure à ses adeptes. J'ai même constaté un effet renforcé quand elle est accompagnée de chants lents et répétitifs qu'on appelle les mantras. GABA, acide gamma-aminobutyrique. C'est le plus important en quantité de tous les neurotransmetteurs. Il assure une bonne fluidité dans la communication neuronale et contribue à nous rendre plus calmes, plus zen. Un manque de GABA va provoquer de l'anxiété et des angoisses, ainsi que de l'impulsivité pouvant aller jusqu'à une certaine agressivité. D'un point de vue plus général, au niveau du comportement, les personnes routinières, un peu plan-plan, ont un excès de GABA. À l'inverse, celles qui en manquent sont angoissées, elles ont peur de tout. Trop, on ne change pas, englué dans le confort de ses habitudes, pas assez, on ne change pas par crainte du changement. Les techniques respiratoires et la marche sont d'excellents exercices pour pallier un déficit en GABA. La mélatonine, surnommée l'hormone du sommeil, c'est une neurohormone, un type particulier de neurotransmetteur, capable d'agir sur de nombreuses cellules, générées par la glande pinéale à partir d'un autre neurotransmetteur, la sérotonine. Son rôle principal est de réguler les cycles journaliers de l'organisme et en particulier le sommeil. En cas de carence, la personne souffre de troubles du sommeil. En cas d'excès, elle peut manifester une tendance au repli sur soi, à la prostration. La production de mélatonine est très liée à l'absence de lumière. Elle est synthétisée essentiellement la nuit. Ceci explique pourquoi en hiver, les nuits longues et la baisse de luminosité peuvent engendrer des épisodes dépressifs dus en partie à l'augmentation de production de la mélatonine. Si je constate une carence, je conseille la consommation de noix, de noisettes, qui sont riches en mélatonine, ou de compléments alimentaires. En cas d'excès, particulièrement l'hiver, je propose de la luminothérapie ou davantage d'exercices en plein air pendant la journée. Les endorphines. Bien que leur composition chimique soit différente, les endorphines sont des effets proches de ceux des opiacés comme la morphine. Analgésiques naturelles, elles atténuent la douleur et procurent une sensation de bien-être et de plaisir. Elles sont sécrétées lors d'activités physiques intenses. En cas d'excitation, de douleur ou d'orgasme, elles ont également une action calmante, relaxante. Ce sont elles qui nous endorment si facilement après une relation sexuelle par exemple. L'activité physique étant très bénéfique pour leur production, les sportifs en manquent rarement. Le cortisol. Il joue un rôle important pour supporter le stress. Il permet un effort musculaire soutenu et comme le GABA, il améliore la transmission d'informations entre neurones en rendant plus efficaces les récepteurs synaptiques.
Il permet de mobiliser l'énergie. C'est lui qui nous réveille le matin. Et c'est aussi lui qui déclenche chez l'homme les érections nocturnes et matinales. Dans la journée, on constate des pics d'émission de cortisol toutes les 4 heures environ. Cependant, si le stress persiste trop longtemps, l'excès de cortisol finit par produire un effet inverse, ralentissant le cerveau et, à terme, provoquant la destruction de cellules productrices d'hormones. Le cortisol inhibe la sérotonine. Si son niveau est trop élevé, il a un effet négatif sur l'humeur de la personne, pouvant provoquer un sentiment de malaise, d'anxiété, voire un état dépressif. Pour contrebalancer un excès de cortisol, je préconise une technique particulière de respiration, la cohérence cardiaque. Elle augmente la production de DHEA, qui annihile les effets négatifs du cortisol, ce qui vous montre la complexité des interactions entre toutes ces substances chimiques du corps. Les neurotransmetteurs et le stress. Les neurotransmetteurs véhiculent dans le système nerveux central les émotions et les réactions de ce système à ces émotions. Ils sont donc essentiels dans la gestion du stress, ce dernier étant l'un des pires ennemis, le mauvais stress, ou un renfort précieux, le bon stress, du sportif. Je vais vous montrer comment nos neurotransmetteurs agissent pendant les différentes phases de ce processus. Bon ou mauvais stress. Les causes déclenchantes du stress sont très diverses et elles dépendent de l'individu, chacun pouvant réagir différemment à un même stimulus. De plus, notre sensibilité au stress évolue dans le temps. On s'habitue aux perturbations jusqu'à les ignorer, voire même ne plus les ressentir du tout. Le stress est une réaction de défense. En ce sens, il est bénéfique, car il permet de mobiliser toutes nos ressources et toute notre énergie face à un événement. Cependant, s'il se prolonge exagérément, ou si notre réaction est impuissante à éliminer ses effets, il devient dangereux, car il va nous amener à épuiser nos ressources mentales et physiques, épuisements qui, dans les cas extrêmes, peuvent conduire à la mort. Un sportif doit absolument apprendre à gérer au mieux son stress, pour optimiser l'utilisation de ses capacités en compétition, malgré un environnement fortement anxiogène. Et pour cela, il doit pouvoir compter sur ses neurotransmetteurs. Les 3 stades du stress. Il se caractérise par 3 phases bien distinctes. Cette réaction, pour être efficace et rapide, est effectuée de façon automatique, sans intervention des couches supérieures de la conscience. Un objet tombe de la table, sans réfléchir, vous l'interceptez dans sa chute par réflexe. La résistance. Si le stimulus stressant persiste, notre organisme va mettre en œuvre des stratégies de plus en plus longues pour trouver une solution au problème. Si l'émotion ressentie est la peur, les réactions sont celles déclenchées par la couche la plus ancienne du cerveau, le cerveau limbique ou archaïque. On les résume par 3 lettres. F. Fight, fly, freeze. Combattre, fuir ou se figer. Si le stimulus n'est pas de nature à provoquer une panique, le corps va tenter d'en supprimer les effets sur lui ou bien va l'ignorer. Par exemple, une chaleur excessive déclenche un ensemble de réactions nerveuses et physiologiques conduisant à diminuer autant que possible la chaleur interne du corps. Si une mauvaise odeur se manifeste, les sens vont d'abord remonter l'information au cerveau. Si l'odeur persiste trop longtemps, elle finira par être ignorée, on ne la sentira plus. L'épuisement. Si les effets du stimulus persistent et qu'aucune stratégie ne fonctionne, l'organisme risque de s'épuiser à vouloir le combattre, aboutissant à des réactions violentes, explosion de colère, dépression, jusqu'à une rupture totale, physique et nerveuse. Pour éviter cela, des mécanismes inhibiteurs se mettent en place, permettant un relâchement temporaire de l'organisme, le temps de reprendre des forces. Il peut même y avoir une perte de connaissance momentanée, façon radicale de se couper du stress. Le rôle des neurotransmetteurs dans le stress.
Lors de chacune des phases décrites, différents neurotransmetteurs sont mis en jeu. Leur rôle est crucial pour nous permettre de réagir correctement et efficacement à une situation difficile. Première étape, le déclenchement. En réponse au stimulus initial, le cerveau déclenche la libération d'adrénaline et de noradrénaline. Ces deux neurotransmetteurs vont provoquer un apport d'énergie au système nerveux et aux muscles, accélérer le rythme cardiaque, augmenter la pression artérielle et placer la personne en hypervigilance. La noradrénaline stimule les capacités mémorielles pour permettre de réagir à la situation actuelle par rapport à des situations similaires déjà vécues à l'entraînement ou sous hypnose. Quand le coup de sifflet retentit, tout l'organisme de l'athlète est au top de ses capacités physiques et nerveuses, si l'adrénaline et la noradrénaline font bien leur travail. Deuxième étape, résistance et adaptation. Si la situation de stress se prolonge, un autre neurotransmetteur entre en action, le cortisol. Il va déclencher la mobilisation des ressources énergétiques, physiques et nerveuses de l'ensemble de l'organisme. Il accroît la vitesse des échanges au niveau des synapses pour rendre le système nerveux plus réactif. Il provoque aussi la mobilisation des sources d'énergie de réserve, les glucides et les graisses, pour permettre la prolongation des efforts. Grâce au cortisol, le marathonien avale les kilomètres sans perdre sa lucidité, le boxeur enchaîne les frappes et part les coups. Troisième étape, l'épuisement. Si le stress continue, il y a danger d'épuisement des ressources de l'organisme. Pour éviter cela, la production de cortisol doit cesser temporairement afin de stopper la consommation d'énergie et permettre la récupération. Cela se fait grâce à une boucle de contrôle, feedback, qui ralentit puis interrompt la production du cortisol, permettant au corps de souffler et de reprendre des forces. Mais si le stress est trop intense et perdure trop longtemps, la rétroaction est insuffisante. Le cortisol continue à être libéré. Il envahit l'organisme et conduit à une saturation. Le cerveau ralentit. Les cellules productrices d'hormones s'intoxiquent et meurent. Les neurones eux-mêmes finissent par être menacés. Dans les cas extrêmes, on peut mourir de stress. Il s'agit de circonstances dramatiques qui dépassent le cadre du sport, heureusement pour les athlètes, mais un épuisement presque complet peut se produire, surtout dans les sports de résistance ou de combat. Le boxeur est KO, le cycliste quitte la route, le navigateur tombe littéralement de fatigue. L'équilibre est aussi biochimique. J'espère que cette présentation rapide des neurotransmetteurs a pu vous convaincre de leur importance. Bien cachés dans leur vésicule à l'extrémité des neurones, ils sont à la fois invisibles et omniprésents. Sans eux, nous ne serions que des pantins compulsifs. Ils sont les garants de l'efficacité de notre système nerveux et de son contrôle sur nos muscles. Ils nous permettent de vivre nos sensations, d'en tirer des émotions et d'y réagir. Ils dessinent les axes de nos comportements qui structurent au final notre personnalité. La connaissance fine de ces mécanismes internes de notre organisme me permet de mieux comprendre les personnes avec qui je travaille et de m'adapter le plus parfaitement possible à leur façon d'être pour une collaboration optimale. Elle me permet aussi de les amener à libérer tout leur potentiel en levant d'éventuelles entraves dissimulées au plus profond de leur système nerveux. Je résumerai par une semi-boutade. Pour te connaître toi-même, apprends à connaître tes neurotransmetteurs. Pour aller plus loin, aujourd'hui je partage mon temps entre Tahiti, où je vais 3 fois par an, passer 1 mois, car j'y donne des formations d'hypnose pour le corps médical, Bordeaux et Paris. Je m'efforce partout où je suis de suivre des sportifs et de dispenser des formations pour les coachs et futurs coachs du monde du sport. Pour démultiplier mon action, je dispose d'un outil performant, mon institut de formation. Ne vous laissez pas voler vos rêves. Vous l'avez compris à travers ces lignes, je suis un passionné.
L'hypnose me passionne, bien sûr, mais plus encore les extraordinaires pouvoirs du cerveau. L'humain, dans toute sa complexité, me fascine. Des grandes civilisations égyptiennes, Inca, Maya, sans oublier Hawaï et la Polynésie, jusqu'à nos jours. Si j'ai choisi d'accompagner les sportifs, les artistes et toutes les personnes qui décident d'exploiter leurs capacités au maximum, c'est parce que je suis persuadée que chacun, au fond de soi, a un génie intérieur qu'il lui faut trouver et faire grandir en se débarrassant de toutes les croyances et programmations mentales qu'il a subies depuis son enfance. Les sportifs vivent dans leur univers propre et construisent une vision et des objectifs personnels. Les artistes aussi créent leur univers. Malheureusement, trop de personnes que j'ai rencontrées quand j'étais thérapeute vivent dans un monde tissé de frustration, de manque, alors que tout le monde a tout en lui. Il suffit juste de décider si on préfère regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. La réalité est la même, mais ce sont vos perceptions qui vont la modifier. J'ai donc décidé de ne plus travailler qu'avec des personnes passionnées par un projet, par une vision, qui ne se complaisent pas dans un rôle de victime, attendant l'intervention miraculeuse d'un quelconque thérapeute ou d'un gourou. Ce qui m'intéresse, c'est le futur en tant que présent proche et les rêves qui se réalisent. Non, ne laissez pas qui que ce soit voler vos rêves, et surtout pas vous-même. Quand vous avez défini vos objectifs, travaillez dur, intensément, avec un désir ardent, une détermination implacable, une foi inébranlable, en faisant et en donnant tous les jours le meilleur de vous-même. Je souhaite du fond du cœur que ce livre vous donne envie d'utiliser les magnifiques ressources de votre cerveau pour vous sentir heureux et vivre la vie que vous souhaitez et que vous méritez. Je vous dis à très bientôt, ici ou là, et Mana Aloha.